Bienvenue sur France 24 pour cette nouvelle édition du Talk de Paris. Alors qu'au début du mois d'août, le monde entier avait les yeux tournés vers Pékin, vers les Jeux Olympiques et le Tibet, c'est en Géorgie que la guerre a éclaté entre Moscou et Tbilissi, un conflit éclair qui restera peut-être dans l'histoire comme un Big Bang stratégique qui pourrait remettre en cause les rapports entre l'Occident et la Russie. Un tournant majeur en ce début de 21e siècle. Cette guerre dépasse en tout cas le conflit entre l'Empire russe et l'insolente Géorgie. Mikhaïl Gorbatchev, l'ancien président soviétique, parle de risque de cataclysme mondial et certains évoquent même une nouvelle ligne de démarcation entre l'Est et l'Ouest dans le Caucase. Après avoir occupé une partie de la Géorgie, Moscou accélère le démantèlement de la Géorgie en reconnaissant l'indépendance de l'Ossétie du Sud et de l'Abkhazie, violant ainsi ses frontières et les lois internationales. Comme si l'ours russe prenait sa revanche après l'humiliation subie au Kosovo. Notre invité est au cœur de ce drame. C'est le président géorgien Mikhaïl Saakashvili que nous retrouvons en duplex de Tbilissi dans son bureau du palais présidentiel. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Monsieur le Président, vous êtes la principale victime politique du coup de force de Moscou, près d'un mois après le début de la guerre. Est-ce que vous vous sentez toujours directement, personnellement menacé par le Kremlin ? Oh, c'est pas moi, c'est pas des mois du tout, parce que bien sûr, j'attends beaucoup de déclarations, pas des dirigeants russes qui disent mais c'est un conflit contre le président géorgien, c'est rien à faire avec les autres choses, mais la réalité est très différente. Tout le conflit, toute l'agression, toute l'attaque contre la Géorgie a été préparée bien en avance, c'est absolument clair maintenant, et c'était préparé comme une revanche. C'était du point de vue du Kremlin, pour toute l'humiliation, pour destruction de l'Union soviétique, pour l'affrontement et l'avancée de l'Occident, de notre point de vue de l'avancée de la démocratie, l'avancée des libertés. Et pour eux, c'était ça qui était un danger mortel. Donc, même si on parle de temps en temps du président géorgien ou de la politique concrète de la Géorgie, si on écoute très étroitement ce que les Russes disent, ils disent que la Géorgie n'a pas quelque chose de principal ici, c'est entre eux et l'Occident, entre eux et le monde libre, entre eux et l'Amérique, entre eux et à ce moment-là même majorité des pays de l'Asie. Donc, est-ce que, Monsieur le Président, une logique paranoïaque. Monsieur le Président, est-ce qu'il y a encore aujourd'hui un risque d'intervention russe contre la capitale Tbilissi? Est-ce que le danger des chars russes à l'assaut de votre palais, est-ce que ce danger-là, selon vous, est aujourd'hui écarté ou pas? Je ne crois pas que c'est écarté parce que c'est absolument clair que les Russes vont contrôler l'entier territoire de la Géorgie, et c'est absolument clair. C'est aussi clair que c'est très facile alors, ils ont entré la Géorgie avec 3000 chars, avec 30 000 soldats. Donc, la Géorgie est un petit pays. C'est très facile d'aller à la capitale s'il n'y a pas de résistance. C'est très facile de l'occuper dans une entière de ce pays. Il y a des soldats et des chars russes dans la majorité de nos territoires, dans l'Occident, dans l'Est. Ils sont là dans 30 km de Tbilissi à ce moment-là, dans la région qui est appelée Khalgori. Donc, ils ont près de la capitale à ce moment-là, comme je parle, mais je crois que, comme j'ai dit, pour eux, c'est justement une partie de ce conflit, une partie de cette confrontation. Ils envisagent cette confrontation totale, leur rhétorique est très claire, et donc je ne crois pas que seulement la Géorgie est en danger, je crois que toute la stabilité européenne et régionale sont en danger à ce moment-là. Alors justement, Bernard Kouchner, le ministre français des Affaires étrangères, a dit que peut-être les Russes avaient d'autres ambitions, et notamment la Crimée, l'Ukraine, la Moldavie. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a un risque pour l'Ukraine et la Crimée en particulier? La Russie n'a jamais caché ça. C'est justement à ce moment-là que tout le monde entier réagit beaucoup plus, parce que maintenant c'est déjà très évident qu'il faut prendre toutes leurs menaces aussi à sérieux. C'est pas bluff déjà, c'est quelque chose qui est très réel. Il y a quelques mois, ils ont commencé à distribuer des passeports en Crimée. Ils ont déjà distribué
près de 4 000 passeports en Crimée, c'est beaucoup plus qu'ils n'ont jamais fait en Ossétie du Sud. C'est vrai que la Russie a envoyé une lettre à mon collègue et ami président Yushchenko avec des menaces directes, avec référence à ce conflit géorgien, avec la menace à la fin de cette lettre en disant que l'Ukraine peut payer pour tout le soutien pour la Géorgie. Donc, ils ont menacé l'Ukraine, ils ont menacé des pays baltes pendant toutes ces années et là-bas, on peut entendre beaucoup de menaces vers les pays baltes. Mais si on écoute très bien, très vivement, ils sont en train de menacer l'Union européenne et de menacer l'OTAN et l'Amérique en spécifique. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'il y a que Moscou essaie d'établir une nouvelle ligne de démarcation autour de l'Empire russe? Certains parlent même de nouveaux rideaux de fer. C'est pas un peu exagéré quand même? Alors, écoutez, j'ai toujours pensé que toute cette rhétorique de Moscou était exagérée. Il ne faut pas prendre ça très sérieusement parce qu'on pouvait devenir fou si on acceptait tout ce qu'on disait pendant toutes ces années à très sérieux. Mais malheureusement, c'est le cas maintenant que les choses qu'ils ont dit, ils ont fait beaucoup plus qu'ils ont même dit. Donc, c'est clair que le président Poutine a toujours dit que l'Union soviétique était, la dissolution de l'Union soviétique était une tragédie plus grande du XXe siècle. Pour ma génération, y compris celle des Russes de ma génération, c'était un jour très joyeux. Pour moi, c'était le jour le plus heureux de ma vie. Il ne faut pas sous-estimer des instruments que l'Ouest, l'Europe en général, ou même l'Asie, tous les autres pays qui n'ont aucun intérêt dans ces confrontations, disposent dans ces rapports avec la Russie. Il faut être vaillant, il faut être prudent, il faut être calme, bien sûr. Et il ne faut pas dire que c'est une guerre froide. Pour la guerre froide, il n'y a pas de ressources à ce moment-là dans les mains de la Russie. Il y a peut-être la volonté, il y a peut-être des ambitions pour avoir la guerre froide, mais il n'y a pas de ressources. Alors, Monsieur le Président, Monsieur le Président, avant de revenir sur la situation en Géorgie, sur cette guerre qui continue d'une certaine manière, je vous propose de revenir sur votre parcours personnel et de voir avec ce portrait qui a été réalisé par l'une des journalistes de France 24, Laure de Matos, voir comment on en est arrivé là et votre parcours, votre propre destin, comment vous avez contribué à mettre la Géorgie dans cette nouvelle période de son histoire. Regardons ensemble ce portrait. La nuit où tout a basculé. Tbilissi lance l'assaut sur la petite république séparatiste d'Ossétie du Sud et c'est la guerre avec le grand voisin russe. Une réaction militaire d'envergure en soutien selon Moscou aux Ossètes de cette république autoproclamée. L'initiative vient de lui évidemment, Mikhaïl Saakashvili, l'homme fort de la Géorgie depuis plus de 4 ans. Le président géorgien a fait ce pari fou, faire rentrer dans le rang la province rebelle. Mais en défiant ainsi le Kremlin, il a failli perdre le pouvoir et a précipité la reconnaissance de l'Ossétie du Sud et de l'Abkhazie par la Russie. Impatient, impulsif, impétueux, des adjectifs qui reviennent souvent pour décrire Misha, propulsé chef de l'État en 2004, à tout juste 36 ans. Il aurait pu continuer sa carrière d'avocat à New York. Il est diplômé de Columbia, aux côtés de sa femme, une néerlandaise, et de ses 2 fils. Mais ce polyglotte ambitieux rentre au pays et se fait connaître du monde entier en novembre 2003. Une rose à la main, il prend d'assaut le Parlement et pousse le président Shevardnadze à la démission. Les législatives qui viennent d'avoir lieu auraient été truquées. Saakashvili revendique la victoire et le peuple est derrière lui. 100 000 personnes sont dans la rue. C'est la fameuse révolution des roses. Cet ami de l'Occident entame alors des réformes. Il modernise, privatise, affiche sa proximité avec l'administration Bush et veut que la Géorgie adhère à l'OTAN. Mais l'idylle entre ce fougueux président et son peuple ne durera que jusqu'à l'automne 2007. L'opposition répand des rumeurs de corruption. Saakashvili se laisse aller à certaines dérives autoritaires. Les Géorgiens manifestent de nouveau et cette fois leur cible c'est lui. Saakashvili déclare l'état d'urgence et fait fermer le principal média d'opposition, la chaîne Imedi TV.
Réélu malgré tout à plus de 53% début 2008, Mikhail Saakashvili a tenté le diable en Ossétie, alors que sa popularité auprès des Géorgiens n'est plus ce qu'elle était. Alors, Monsieur le Président, est-ce que vous avez tenté le diable et est-ce que vous n'êtes pas finalement tombé dans le piège qui vous était tendu par le Kremlin et par Vladimir Poutine? C'est absolument faux. D'abord, il faut dire que quand on parle de popularité du président géorgien, je viens de remporter avec mon parti le scrutin parlementaire et c'est quelque chose à évader votre correspondant il y a 3 mois avec 63% de votes. Je crois que pour n'importe quelle démocratie, c'est un résultat fantastique, absolument formidable. Ce terme-là, impulsif et tout ça, était utilisé par des Russes. C'est bien sûr que les clichés de propagande russe. Bien sûr, moi personnellement et le gouvernement géorgien ont montré très bien que c'est un gouvernement démocratique, très calme. Je crois que c'est ce genre des examens qui nous avons vécu pendant toutes ces semaines pour être difficile pour n'importe quel gouvernement. Vous avez certainement fait preuve d'un grand sang-froid, mais tout de même, est-ce que vous n'êtes pas tombé dans le piège tendu par Moscou? Non, c'est la même chose que de dire que Dubček a tombé dans le piège de Brezhnev ou que Marshal Mannerheim est tombé dans le piège de Staline ou de 1939 en Finlande, ou que les Polonais ont tombé dans le piège des Allemands en 1939, ou des Tchèques et Slovaques ont tombé dans le piège de Hitler il y a dans 1938. Parce que la Russie a préparé ces attaques pendant plus qu'un an sur le terrain. Ils ont construit les bases militaires, ils ont construit des choses dans le port en Abkhazie, ils ont fait cette troupe ferroviaire qui ont fait le chemin de fer en Abkhazie, évidemment pour les chars entrés. J'ai averti tout le monde, j'ai parlé avec beaucoup de dirigeants occidentaux sur ces sujets-là. C'était absolument clair que c'était bien préparé en avance, que c'était le président Poutine m'a menacé de faire ça il y a 2 ans à Minsk pendant le sommet de CEE. Et je vais vous montrer, quand on parle de l'attaque sur l'Ossétie du Sud, nous avons répondu à l'attaque des chars russes à cette nuit-là, mais ce n'était pas le premier cas. Les chars russes ont été déjà là pendant tous les mois. Les officiers russes ont contrôlé Tskhinvali et n'importe quel gouvernement démocratique a eu l'obligation de répondre. Et ça n'a rien à faire avec la popularité des présidents géorgiens. C'est absolument faux parce que et mon gouvernement était plus populaire que jamais selon tous les sondages. Et c'est vraiment très regrettable que vous pouvez, ou que n'importe quelle personne pouvait répéter tous ces clichés qui viennent de Moscou. Monsieur le Président, vous dites que vous n'êtes pas tombé dans le piège des Russes. Aujourd'hui, vous dites qu'il y a toujours une menace contre Tbilissi. Et aujourd'hui, Vladimir Poutine accuse les Américains d'interférence en Géorgie. Qu'est-ce que vous répondez au président russe qui accuse les Américains d'être encore à vos côtés en Géorgie? Il dit même qu'il y a des Américains qui dirigent les opérations ou certaines opérations en Géorgie. Est-ce qu'il y a des Américains à vos côtés en Géorgie pour vous aider, à vous défendre? Je voudrais dire très clairement qu'il n'y a pas de commandants ou même des conseillers américains à ce moment-là dans cet endroit de conflit, où ce conflit n'a rien à faire avec les Américains. C'était bien sûr l'intervention, l'agression des Russes. C'était une carte de nettoyage ethnique faite par l'ONU. Ce sont les choses rouges. Ce sont des villages totalement nettoyés ethniquement par des Russes pendant ces 2 semaines. Et c'est ça qui est important. C'est ça qui est le résultat et le plan de cette intervention. Donc, quand on parle des Américains, c'est ridicule. Vous démentez absolument qu'il y ait aucune interférence américaine? Absolument. Mais il y a un soutien politique américain de l'Union européenne et je crois que ce soutien a aidé la Géorgie d'arrêter les chars russes
qui ont marché vers Tbilissi, c'est clair. Mais c'est aussi clair que c'est aussi clair, et moi-même je connais ça très bien, comment on peut coordonner l'attaque préparée par la Russie avec les Américains. J'ai toujours averti les Américains des autres que l'attaque était possible, mais je ne peux pas accuser des Américains ou des Européens parce que c'était vraiment difficile à imaginer. Cette échelle de l'attaque, cette échelle de l'agressivité, cette échelle de quelque chose d'inattendu, parce que c'était, vous savez, j'étais sur ma route à Beijing quand, la dernière minute, j'ai décidé de changer mes plans parce que c'était évident que les choses sont escalées. Mais la Russie a choisi le temps très bien. Les Jeux Olympiques, la majorité des dirigeants à Beijing ou partis pour les vacances. Donc c'était très bien choisi. J'étais très cynique. Il y a eu des clichés comme des dirigeants georgiens impulsifs, la Géorgie a attaqué le premier, il y a eu génocide. Avec toute l'activité de la Russie, avec leur reconnaissance de l'indépendance de ces territoires, les choses deviennent beaucoup plus claires. C'est regrettable si quelqu'un encore accuse les victimes pour l'agression, parce que c'était très bien préparé. 80 000 personnes ont entraîné avec 3 000 chars le territoire géorgien. L'échelle de cette agression était plus que celle de l'Afghanistan, plus que celle de la Tchécoslovaquie au début. Donc, ce n'était pas impossible de provoquer ça si les chars n'ont été déjà là, si les soldats n'ont été déjà mobilisés, si le plan n'était pas préparé bien en avance. Okay. Monsieur le Président, nous arrivons à la fin de la première partie de cette édition du Talk de Paris. Je vous remercie d'avoir participé à cette édition consacrée à la Géorgie en duplex de Tbilissi. Nous allons regarder le journal de France 24 et nous nous retrouvons dans quelques minutes avec d'autres invités. À tout de suite.